Le racisme est un mot que l'on entend régulièrement, que ce soit dans les médias ou autour de nous, et il peut même nous arriver de l'utiliser pour évoquer un acte ou un fait de société que notre sensibilité de gauche désapprouve. Plus on se revendique de gauche, plus on aura tendance à utiliser ce mot à tout bout de champ, comme le mot fascisme sur lequel je reviendrai lors d'une future vidéo. Georges est un fasciste de merde! Un fasciste de merde! Et plus on est de droite, plus les idées racistes nous sembleront relever du bon sens plutôt que d'une discrimination des individus. Ce terme est cependant selon moi aujourd'hui galvaudé et j'aimerais vous partager mon point de vue sur le sujet. Longtemps délaissée par les recherches en sciences sociales, la mesure quantitative du racisme redevient d'actualité et pose d'importantes questions méthodologiques et théoriques. Ce n'est pas moi qui le dis, mais Jean-Luc Primon et Patrick Simon dans l'introduction d'un article de la revue Sociologie et Société paru le 20 janvier 2020. La plupart de ce que j'évoquerai dans cette vidéo se base sur leurs travaux, et je vous mets donc le lien en description pour que vous puissiez accéder aux sources. Longtemps, les sciences sociales s'intéressèrent à la pensée raciste et au racisme comme idéologie. Ce qui, pour rappel, consiste à considérer l'existence de races au sein de l'espèce humaine, dont certaines seraient supérieures à d'autres. Tout comme le Saint-Bernard est, comme chacun le sait, supérieur au griffon bruxellois. Or, les avancées scientifiques ont réfuté l'idée de race humaine, la génétique montrant au contraire l'importance du brassage humain à travers le monde, et ainsi l'homogénéité de l'humanité. À partir des années 80, il semble ainsi plus pertinent de s'intéresser aux relations interethniques au sein de la société. Contrairement à l'idée de race, qui présuppose une différence innée entre deux populations, les ethnies se caractérisent par une histoire, une culture, une langue et un mode de vie commun entre les individus d'une ethnie donnée. En France, on pourrait parler d'ethnie bretonne et corse par exemple. Oui, j'ai décidé de me faire des amis dans cette vidéo. Bien qu'unie au sein d'un État-nation, la Bretagne a rejoint le Royaume de France en 1532 et la Corse en 1768, et leur histoire commune est donc relativement récente. Par ailleurs, allez voir une plage bretonne et une plage corse, et vous verrez que les modes de vie et les cultures sont quelque peu différents. Mais le racisme entre Corses et Bretons n'est pas très exacerbé, et les sciences sociales se sont donc consacrées à d'autres relations interethniques, c'est-à-dire les relations entre Français et immigrés, puis entre Français d'origine et descendants d'immigrés, qui ont dans les années 90 mené à la question des discriminations ethno-raciales et à leur traitement politique. Le concept de discrimination s'est alors ajouté à celui du racisme, avant de le remplacer, les problèmes d'inégalité liés aux discriminations étant plus promptes que les comportements racistes à être corrigés par des actions politiques. Une scission s'est alors effectuée entre ce que l'on appelle aujourd'hui le racialisme, c'est-à-dire l'idéologie raciste du XXe siècle, et le racisme quotidien, incrusté dans les pratiques sociales et les structures institutionnelles. Or, les outils sociologiques permettent de facilement quantifier les actes racialistes verbaux ou violents, mais il est beaucoup plus difficile d'évaluer avec précision la portée du racisme systémique ou les manifestations banales de celui-ci. Pour le dire autrement, si une personne en agresse une autre en la traitant de sale ou de l'acte raciste sera plus évident qu'un CV jeté à la poubelle si le nom du candidat ne plaît pas au recruteur. Les études en sciences sociales sont par ailleurs confrontées à l'absence de statistiques ethniques en France. Alors que la Suisse, les Pays-Bas ou la Grèce autorisent le relevé de données ethniques, la France s'y refuse obstinément, la notion de récolte de données et de fichage étant souvent entremêlée dans les débats. Ce refus peut d'ailleurs parfaitement se comprendre, puisque lorsqu'on considère que chacun doit être traité de la même manière, pourquoi classer les individus par ethnie ? D'un autre côté, en partant de l'observation selon laquelle l'origine d'un individu nuit à son intégration au sein de la société, il peut être intéressant d'avoir des données fiables pour étudier le phénomène. Sans oublier cependant que l'origine ethnique n'est qu'un facteur de rejet de la société parmi d'autres, et qu'il est important de l'associer aux autres facteurs de rejet pour comprendre précisément le phénomène observé. C'est mon accent qui vous fait rire? Mais non, pas du tout. Vous êtes raciste? Mais non, mais je vous jure que non, j'ai même longtemps vécu en Cochinchine. En effet, la migration dans un pays étranger à la langue différente pose des soucis de communication participant aux difficultés rencontrées, et de manière plus générale, le dépaysement culturel contribue à une situation de malaise de la population immigrée, mais également de la population locale qui ne comprend pas forcément ces nouveaux comportements. Le problème avec l'arabe, c'est que c'était pas facilement lisible. Même au niveau du son, on sent vraiment. Oui, non, mais enfin, c'est joli quand même. Les deux populations doivent donc faire des efforts pour cohabiter et respecter la culture de l'autre, le racisme émergeant généralement quand ces efforts ne sont pas faits par l'une, voire par les deux populations. Les ânes partout, les djellabas, l'écriture illisible, ça. Voilà. De plus, comme je le disais précédemment, les données ethniques permettraient certes de mieux étudier le racisme en France et son rôle dans les discriminations observées, mais il serait toujours difficile de créer une égalité parfaite entre les individus. L'humain reste imparfait et il est incapable de se comporter avec chacun de la même manière.
Je suis persuadé qu'il y a des races qui sont supérieures à d'autres races. Mais je crois aussi que chaque race est persuadée de la supériorité de sa race et du groupe ethnique auquel il appartient sur les autres. Nous nous comportons différemment selon la place que les personnes occupent dans notre entourage, compagne ou compagnon, famille, amis, collègues, mais également selon l'apparence des individus. Il s'agit par exemple de l'effet de halo qui fait apparaître comme plus intelligents les personnes que l'on juge belles, ou du biais de représentativité qui est un raccourci mental consistant à porter un jugement à partir de quelques éléments qui ne sont pas nécessairement représentatifs. Notre cerveau fait ainsi des raccourcis car il nous est impossible d'appréhender en détail la complexité du monde. Et de la même manière, les chercheurs en sciences sociales savent depuis longtemps que nous jugeons plus favorablement les gens qui miment notre langage corporel ou nos expressions que les autres. Mais pour en revenir aux statistiques ethniques, j'ai le sentiment que les personnes les plus à gauche, et donc luttant logiquement pour plus d'égalité de traitement entre les individus, sont les plus opposées à cette récolte de données. C'est dommage car cela permettrait selon moi d'évaluer avec précision le niveau de discrimination dont sont victimes les différentes ethnies, et donc de mener des actions politiques plus efficaces pour établir l'égalité républicaine parmi l'ensemble de la population. Quant au racisme systémique, il n'est actuellement possible de le mesurer qu'en se basant sur le ressenti des populations visées, ce qui crée de fait un biais énorme d'analyse. En effet, les recherches dans le domaine ont montré les différents biais auxquels nos cerveaux sont soumis en permanence, comme par exemple le biais de négativité, qui consiste à ne retenir que les événements négatifs et négliger ceux qui sont positifs, ou le biais d'autocomplaisance, qui est la tendance à s'attribuer le mérite de ses réussites et à attribuer ses échecs à des facteurs extérieurs. En ne prenant en compte que ces deux biais, il paraîtra évident que n'importe quelle population interrogée se sentira discriminée par rapport à une autre. C'est à la fois ce qui renforce le sentiment de discrimination des populations effectivement discriminées, mais également ce qui participe au racisme d'une partie de la population, qui se considérera mal lotie également, par exemple vis-à-vis de l'accès aux aides de l'État, pour prendre un exemple régulièrement entendu. Il est cependant possible de mesurer un indice de tolérance envers une ethnie, 0 étant une intolérance totale et 100 une tolérance totale. Cela a tout d'abord permis de montrer que le niveau de tolérance est dépendant des faits d'actualité, tels que les campagnes électorales, les attentats ou les lois sur les signes religieux, mais également que la tolérance globale augmente avec le temps, l'indice passant de 48 en 1991 à 64 en 2017. Cette hausse de la tolérance associée à une baisse des préjugés mène à une baisse des actes racistes et cela laisse donc entrevoir une amélioration de la situation en France. Notons malgré tout que les préjugés racistes ont pu se reconfigurer au cours du temps et que l'augmentation de la tolérance n'est pas parfaitement corrélée à la baisse du racisme, les préjugés s'exprimant aujourd'hui différemment qu'il y a 30 ans. Concernant les actes racistes, le rapport de 2017 sur la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la xénophobie, émis par la Commission nationale consultative des droits de l'homme, fait état de 8730 infractions à caractère raciste, soit des infractions en relation explicite avec la race, l'origine, l'ethnie ou la religion. Elles comprennent 5130 crimes et délits et 3600 contraventions de 4e et 5e classe, soit des amendes allant de 135 €, comme celle appliquée lors des confinements, à 3000 €. Notons que le nombre de procédures enregistrées est en baisse par rapport à 2015, 11 000 procédures, et 2016, 9 000 procédures. Bien qu'ils soient toujours trop nombreux, il semble donc que les actes racistes, en tout cas ceux relevés par le système judiciaire, soient en baisse. Parmi ces infractions, 4% concernent des atteintes aux personnes et 2% des atteintes aux biens, alors que 80% concernent des provocations, des injures ou des diffamations. Les personnes étrangères ressortissant d'un pays d'Afrique sont les plus concernées, 17% des cas, alors qu'elles sont moins de 3% dans la population. Je n'insiste pas plus sur les chiffres, je vous laisserai aller consulter le rapport de la CNCDH si ces données vous intéressent. Celles-ci sont de toute façon dures à interpréter, car elles ne représentent que les actes déclarés, et elles n'informent pas sur la nature des personnes à l'origine de ces infractions. Par exemple, il est souvent sous-entendu que les actes racistes proviendraient de ce qu'il est courant d'appeler les Français de souche. Je n'ai cependant trouvé aucune donnée sur le sujet, mais d'expérience, je sais que les actes racistes entre différentes ethnies, comme par exemple les Maghrébins et les Subsahariens, existent également. Donc le rapport de la CNCDH n'est éclairant que pour connaître la gravité des infractions commises et l'évolution de ces infractions au cours du temps. Elles ne permettent pas de comprendre la structuration du racisme en France. Outre l'indice de tolérance et le nombre d'infractions, un autre indicateur à prendre en compte concerne le ressenti des personnes visées par les actes racistes. Il apparaît ainsi que les descendants d'immigrés se déclarent plus en but au racisme que leurs parents. Cela peut s'expliquer par une plus grande présence des jeunes générations au sein d'espaces mixtes, où ils sont plus sujets aux discriminations et un niveau d'éducation plus élevé leur offrant plus de sensibilité à cette problématique que leurs parents. Ce qui est également intéressant de noter, c'est que les différentes populations ne sont pas stigmatisées sur les mêmes critères.
Les populations des DOM et d'Afrique subsaharienne le sont principalement sur la couleur de peau, là où les Maghrébins, les Turcs et les populations d'Europe du Sud le sont vis-à-vis de leur origine. Les Asiatiques le sont quant à eux à la fois sur leur couleur de peau et sur leur origine. Enfin, le dernier point marquant de l'étude évoque le fait que les populations immigrées se disent davantage victimes de racisme que de discrimination, alors que leurs descendants se disent plus victimes de discrimination que de racisme. C'est selon moi très évocateur, car cela met en avant la gradation du racisme. Il y a un racisme primaire, le racialisme, qui s'attaque de prime abord aux immigrés de première génération, à l'origine ethnique marquée. Ce racialisme se dilue ensuite dans un racisme plus discret et moins direct, qui se note par des discriminations ressenties et avérées vis-à-vis des immigrés de deuxième, voire de troisième génération. Des discriminations d'autant plus fortes que l'origine ethnique est marquée, que ce soit par la couleur de peau, la religion, le nom ou l'accent. Enfin, les préjugés évoluent au cours du temps et les actes racistes ainsi que les discriminations se dissipent pour laisser place à de nouvelles expressions racistes de plus en plus dures à évaluer. Il s'agit du racisme systémique et institutionnel, particulièrement mis en avant par certains groupes militants. L'absence de statistiques ethniques et les biais cognitifs que j'évoquais précédemment compliquent l'estimation de la place réelle qu'occupe ce racisme au sein de la société. Entre d'un côté des militants woke voyant du racisme partout en se basant sur la situation des États-Unis plutôt que sur les réalités françaises, et de l'autre côté des électeurs d'extrême droite niant leur propre racisme alors qu'ils participent au malaise que les étrangers ressentent en les discriminant ouvertement, il est compliqué de savoir si la population française est extrêmement ou absolument pas raciste. La vérité est bien sûr entre les deux et ne sera probablement jamais connue. L'accès à des données ethniques permettrait de résoudre en partie cette question, mais cela ne semble pas être à l'agenda des gouvernants actuels ou à venir. Je tiens quand même à faire remarquer que comparer la situation des Afro-Américains à ce qui se passe en France n'a pas vraiment de sens. Les Afro-Américains ont 2,5 fois plus de chances que les Blancs d'être tués par la police, et ce dans un pays où environ 1000 personnes meurent de violences policières chaque année. Alors qu'en France, on dénombrait 14 décès en 2017, 15 en 2018 et 19 en 2019. Ces chiffres comprenant également les terroristes abattus par la police. Les États-Unis, c'est également un pays dans lequel des adolescents afro-américains interrogés par le New York Times déclarent subir 5 actes racistes par jour, et un pays où les Afro-Américains ont un salaire presque 2 fois plus faible que les Blancs. Donc je ne tiens pas à nier la discrimination que subissent les immigrés en France, mais considérons la situation telle qu'elle est chez nous plutôt que de se comparer aux États-Unis en permanence. Des études sont régulièrement effectuées sur le sujet, et les outils s'affinant avec le temps, les résultats seront, je pense, de plus en plus clairs. Cette étude menée par une équipe de recherche d'Harvard révèle notamment les préjugés négatifs vis-à-vis des populations noires en Europe. On voit que la France se situe dans la moyenne des pays européens, au même niveau que la Suisse et l'Allemagne. Nous avons plus de préjugés qu'au Royaume-Uni, mais moins qu'en Italie ou au Portugal, et que dans la plupart des pays de l'Est. Ce n'est qu'un facteur parmi d'autres, et cela ne préjuge en rien des comportements des gens dans ces pays. Cela mesure uniquement les préjugés. Cette autre étude, menée cette fois par le défenseur des droits en 2016, montre que les premiers critères de discrimination pour trouver un emploi sont l'âge et le sexe, la couleur de peau ne venant qu'ensuite. Pour être plus précis, voici un schéma de répartition des expériences de discrimination dans le monde professionnel pour certains groupes sociaux. On y voit que les jeunes sont discriminés de manière générale, mais qu'une origine ethnique arabe, noire ou asiatique renforce la discrimination, tout comme le fait d'être une femme. Les moins discriminés étant les hommes blancs de 35 à 44 ans. Encore une fois, si vous souhaitez accéder à l'ensemble des résultats de cette étude, je vous ai mis le lien en description. Bref, les études sur le sujet ne manquent pas, et je ne vais pas toutes les aborder ici. Ce que j'aimerais vous faire passer comme message, c'est qu'en attendant d'approcher la réalité sur l'état du racisme en France, essayez juste de ne pas en voir partout, ou au contraire d'en voir nulle part. Du racialisme au racisme systémique, le racisme s'exprime de nombreuses manières et il semble contre-productif de placer toutes ces formes de racisme au même niveau, car leur impact sur les individus en étant victimes n'est pas le même. Rien ne sert non plus de nous culpabiliser à outrance en assénant en permanence que les Français sont racistes. Je pense que si nous étions si atroces, il y aurait plus de 8730 procédures judiciaires pour infractions racistes chaque année. A l'inverse, lorsque ce racisme est flagrant et se déroule sous nos yeux, soyons intransigeants et défendons autant que possible les victimes, afin que cela se produise de moins en moins souvent. J'espère que cette vidéo vous aura permis d'éclaircir où en est le racisme en France, continuez à vous intéresser à la politique, et à bientôt. Est-ce que vous considérez comme raciste? Oh non. Oh non, je suis juste lucide. Faut ouvrir les yeux un peu. Du coup, vous comptez pas changer d'avis par rapport à ça, non? Non, ce serait se montrer faible d'esprit, vous voyez. Et puis moi, ils me font pas peur, hein. C'est pas... Donc vous assumez pleinement tout ce que vous pensez de A à Z à 100%. Oui, ouais. Absolument. Et en même temps, j'ai un peu envie de vous dire que c'est peut-être lié à l'éducation que m'a donnée mon père. Parce
que quand j'étais petit, c'était très comme ça quoi à la maison, et puis c'était compliqué de penser par soi-même, donc peut-être au final, ouais, peut-être raison. Ouais. Sinon, à part ça, vous détestez les musulmans, etc. quand même. C'est établi chez vous. Non, je les déteste pas. Disons que je les comprends pas en fait.